Alors Fred, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ce n'est rien ça. J'ai une tendance à boire de grandes boissons sucrées ces temps-ci. Le médecin m'a conseillé d'aller faire un test pour le diabète. Dis, Jamy, c'est quoi une hyperglycémie? Ah ça, c'est quand on a un taux de glucose dans le sang supérieur à la moyenne. Et alors? Fred est diabétique? Ça, on va le savoir après les tests. Ils vont être Allez renversants. Marcel, on va rendre visite à Fred, avant qu'il tombe encore dans les pommes et qu'il se prenne le sol en pleine poire. Alors la petite voix, toujours des questions? C'est quoi la glycémie? Eh bien la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. C'est le principal métabolite de l'organisme. Sa concentration est donc super importante. Jamy, le médecin vient de me dire ça et je sais pas si ça peut t'intéresser. Le taux de glucose reste à environ 1 g par litre tout au long de la journée. Cependant, après chaque repas, il augmente. Et à l'inverse, après un jeûne, le sport ou même pendant qu'on dort, il diminue. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie glycémique. En effet, Fred, l'organe qui travaille pour maintenir des taux de glucose acceptables, donc entre 0,8 et 1,2 g par litre, c'est le foie. Il stocke le glucose sous forme de macromolécules appelées glycogènes. Et le bilan hépatique, c'est la différence entre la quantité de glucose qui sort du foie et la quantité de glucose qui rentre dans le foie. Donc si le bilan hépatique est négatif, alors le foie subit la glycogénogénèse et le glucose rentre dans le foie. Mais si au contraire, le résultat est positif, alors le glucose stocké dans le foie sort par glycogénolyse. Mais Sabine, pourquoi moi, on m'a toujours dit que c'était le pancréas qui jouait un rôle? Oui, la petite voix, tu as raison. Le pancréas joue un rôle, mais le foie aussi. Le rôle se complète. Le pancréas produit une hormone appelée l'insuline qui permet de faire diminuer la glycémie lorsque le taux de glucose dans le sang est trop élevé. L'insuline est sécrétée par le pancréas et est captée entre autres par le foie qui reçoit alors l'ordre de stocker le glucose sous forme de glycogène. L'insuline est donc un signal pour que le foie réalise la glycogénogénèse. Donc, une fois que le glucose est stocké dans le foie, la glycémie redevient normale. Fred, les résultats sont arrivés. Alors la petite voix, qu'est-ce qu'il y a? C'est écrit que Fred a le diabète. Oui, on s'en doutait un peu en soi. Mais quel type de diabète? Je sais que pour le diabète de type 1, les symptômes poussent le médecin à prescrire une prise de sang pour doser la glycémie à jeun et une recherche de sucre dans les urines. Si le diabète est soupçonné, le médecin réalisera une recherche d'anticorps. Le dosage sanguin des auto-anticorps permet de confirmer si l'origine du diabète est auto-immune. Exactement Sabine, mais il est rare qu'on ait un diabète de type 1 diagnostiqué vers 40 ans. C'est généralement vers l'enfance ou l'adolescence où l'on développe les symptômes suivants. Soif vive, urine abondante, fatigue extrême, douleur abdominale, infections fréquentes, par exemple le gencive ou à la vessie, sécheresse et démangeaison de la peau, cicatrisation lente, insensibilité des mains et des pieds, ainsi qu'une vision floue. Le traitement du diabète de type 1 repose principalement sur l'alimentation, l'exercice physique et des traitements médicaux par voie orale ou alors par injection. Le traitement principal consiste à remplacer à vie l'insuline qui fait défaut. On tente alors d'imiter la sécrétion d'insuline normale et on devient alors capable de contrôler la glycémie. L'injection d'insuline fonctionne avec des cartouches ou par une pompe portable à injection continue, et même parfois avec une seringue. Les lieux d'injection privilégiés sont la cuisse, l'abdomen, la fesse ou le haut du bras. Il ne faut pas oublier de changer la zone d'injection pour éviter qu'elle gonfle. Mais non, mais fais attention. Mais Marcel, ça suffit, tu me gonfles. J'ai entendu que les variations de glycémie sont au risque de déséquilibrer son diabète. On privilégie les aliments à indice glycémique bas. C'est vrai?
Oui, la petite voix. On risque alors soit l'hyperglycémie, qui arrive à la suite d'un effort violent et soudain, ou en cas de stress. Elle est passagère et se régule tout seul. Soit l'hypoglycémie, qui est plus fréquente et qui arrive pour principalement 3 raisons. 1. Si on ne réduit pas les doses d'insuline avant une activité physique. 2. Suite à des problèmes sous-jacents, c'est-à-dire hypoglycémie fréquente ou effort récurrent. Ou 3. Une plus grande vascularisation des muscles, haute température, humidité. Pour l'éviter, il faut diminuer les doses d'insuline et augmenter sa consommation de glucides après l'activité physique. Et oui, Sabine, car un diabète maltraité équivaut à des malaises. Il y a 3 problèmes à court terme. Le premier, c'est l'acidocétose diabétique, c'est-à-dire que le glucose s'accumule dans le sang mais ne peut pas être utilisé pour produire de l'énergie. Donc, le corps, il le remplace par une source d'énergie, ici les acides gras ou les lipides, et ça fait une production de substances acides. Donc, ça produit un coma acidocétosique, qui est d'ailleurs la cause la plus fréquente de décès liés au diabète de type 1. Le deuxième problème est le coma hyperosmolaire. Si la concentration de sucre dans le sang devient trop élevée, surtout en présence d'autres facteurs tels qu'une infection, cela peut causer une chute de la pression artérielle. Plus de la confusion, ça peut mener à un coma qui, lui, pourrait mener à un décès. En troisième lieu, nous avons l'hypoglycémie, qui, elle, n'est pas liée directement, mais après quelques années de maladie, les personnes diabétiques sont moins sensibles et moins attentives aux signes de l'hypoglycémie. Donc cela peut causer des crises plus sévères, ce qui est dangereux. Et à long terme, ça fait quoi? Alors, les complications à long terme atteignent des petits vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle une atteinte microvasculaire. Ceux qui endurent des troubles de vue, une insuffisance rénale, une perte de sensibilité et de sensations douloureuses, une cicatrisation des plaies et des blessures ralenties, mais aussi des infections de la bouche plus courantes. Grâce au laboratoire de l'AFD et ses donateurs, une lignée de cellules productrices d'insuline d'origine humaine a été créée. Pour découvrir de nouveaux médicaments, les chercheurs travaillent sur des lignées cellulaires. Cellules qui ont des caractéristiques proches des cellules bêta normales mais qui se renouvellent en permanence. On dit qu'elles sont immortalisées. Les chercheurs tentent de développer des substances ne ciblant pas un seul mécanisme pathologique du diabète, mais 2, voire 3. Dis Sabine, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont le diabète de type 1 et d'autres pas? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Certains virus, comme la famille des entérovirus, peuvent augmenter le risque de diabète de type 1. Mais également, la concentration de nitrate dans l'eau pourrait être un facteur. Pour un enfant, même quand la concentration de nitrate ne dépasse pas le seuil des 50 mg par litre, elle pourrait être un élément déclencheur. Mais aussi, la consommation de lait de vache pourrait avoir comme conséquence le système immunitaire qui s'attaque aux cellules bêta du pancréas, cellules qui produisent normalement l'insuline, car en effet, le lait de vache n'est pas entièrement digéré. Le lait maternel, au contraire, aurait un effet protecteur, sauf si la mère qui allaite consomme elle aussi du lait de vache en grande quantité. Moi, je connais quelqu'un qui avait une carence en vitamine D depuis tout petit, ce qui lui a causé un diabète de type 1. Apparemment, 80% des cas sont comme celui-ci. Cependant, il y a aussi des facteurs génétiques qui entrent en jeu pour ce type de diabète, surnommé le diabète de type 1. En fait, notre système immunitaire s'attaque aux cellules bêta de notre pancréas, ce qui inhibe la production d'insuline. Le diabète de type 1 est donc parfois surnommé le diabète insulinodépendant. 10% des cas de diabète de type 1 sont liés à l'immunité, mais l'on ignore toujours ce qui pousse notre système immunitaire à attaquer nos propres cellules bêta du pancréas. Si j'ai bien compris, le diabète de type 1 se déclare durant l'enfance ou l'adolescence. Pourtant, Fred est vieux, donc il y a beaucoup de chances que ce soit pas ça. Mais qu'est-ce qu'il a, Fred, alors? T'as raison, la petite voix. Je suis pas diabétique avec le type 1, mais le type 2. Jamy, tu pourrais nous illuminer? Bien sûr, Fred. Le diabète de type 2 commence généralement après l'âge de 40 ans, mais comme l'obésité affecte de plus en plus de jeunes, elle affecte aussi de plus en plus d'enfants et d'adolescents. Elle affecte principalement les personnes de 50 ans avec une alimentation déséquilibrée. Le nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 augmente et cette tendance est attribuée au mode de vie occidental qui consiste à avoir une consommation plus faible de glucides mais dont la moitié est constituée de sucre.
Dans une perspective mondiale, la Fédération internationale du diabète prévoit que le nombre de personnes atteintes de diabète pourrait passer de 285 millions à 438 millions en 2030. Et si le diabète de type 2 apparaît progressivement et secrètement, la maladie a des conséquences graves et même fatales à long terme. Certains symptômes et complications sont les mêmes pour le diabète du type 2 et du type 1, mais dans le cas du diabète du type 2, ils ont tendance à se développer plus lentement, pendant des mois ou même des années, ce qui ne facilite pas la détection de la maladie, car les symptômes ne sont pas directement associés à la maladie. Beaucoup de gens sont donc atteints du diabète du type 2 pendant une longue période, avant même d'être diagnostiqués. Ah bon? Quels sont les symptômes? Une augmentation de la faim, une somnolence et une fatigue excessive. Lorsque les cellules développent une résistance à l'insuline, le glucose du sang ne peut pas entrer dans les cellules, qui n'ont donc pas assez d'énergie. La personne ne ressent donc une fatigue, qui la pousse à manger quelque chose de sucré, ce qui ne fait qu'empirer la maladie. De la même manière que le diabète de type 2 cause la faim, il peut aussi causer la fatigue, puisque les cellules n'ont pas assez de métabolites qui peuvent transformer en énergie. Cette fatigue peut être physique, caractérisée par un manque d'énergie et des difficultés à accomplir des tâches au quotidien, comme mentale, avec des sentiments de dépression ou de tristesse. Mais aussi la polyurie polydipsie ou syndrome polyuro-polydipsique qui correspond à un phénomène associant une polyurie qui est l'augmentation du volume d'urine par jour et d'une polydipsie qui est caractérisée par une sensation de soif intense et permanente. Dans ce cas, le patient consomme plus de 3 litres de liquide par jour et évacue un volume d'urine supérieur à cette quantité. Ainsi, le malade se trouve donc dans un cercle vicieux. Normalement, les reins, ils filtrent le sang pour produire l'urine et évacuer toutes les substances non désirables. Durant ce processus, les reins absorbent du sucre qu'ils renvoient dans le sang. Lorsque la glycémie sanguine est trop importante, tout le glucose ne peut pas être retourné dans le sang et il se retrouve donc dans l'urine où il attire plus d'eau. La personne a donc besoin d'uriner plus souvent et de boire plus pour compenser. Exactement. Un autre symptôme peut également être une vision trouble ou une altération de la vision pouvant conduire à la perte de vue. Mais comment c'est possible? Eh bien, un taux de glucose trop important dans le sang peut affecter l'habilité d'une personne à voir clairement en causant le gonflement du cristallin, qui, déformé, va présenter une image également déformée. Ce gonflement peut être temporaire ou permanent. Une hyperglycémie chronique peut également causer une cataracte, qui est l'opacification partielle ou totale du cristallin. C'est-à-dire que le cristallin ne va plus laisser rentrer la lumière dans l'œil. Ou encore la rétinopathie diabétique, qui est une grave complication du diabète qui touche 50% des patients diabétiques de type 2. Jusqu'à information, en France, la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité avant 65 ans. La cécité, c'est la perte de vue. Mais comment ça fonctionne, la rétinopathie diabétique? Bien, à l'extrémité des artères se trouvent les capillaires, des petits vaisseaux qui irriguent les parties du corps et les organes. L'excès de sucre dans le sang fragilise la paroi des capillaires, entraînant une perte d'étanchéité. Il s'ensuit la rupture, puis l'éclatement des vaisseaux rétiniens. Au fur et à mesure, des zones étendues de la rétine ne seront plus oxygénées. La rétine va donc produire de nouveaux vaisseaux encore plus fragiles. Le phénomène s'amplifie et s'étend jusqu'à la macula, où se situe le centre de la vision. La macula s'épaissit et gonfle, ce qui va entraîner une baisse de l'acuité visuelle, qui peut être très importante et que partiellement réversible. D'autre part, les vaisseaux dans la vitrée devant la rétine peuvent saigner et le sang devant la rétine peut obstruer la vue jusqu'à sa réabsorption qui demande dans certains cas une attention chirurgicale. Ces phénomènes peuvent conduire à une traction de la rétine avec un risque de déchirure et donc de décollement de la rétine, responsable d'une perte de vue définitive. Ouh là là, il y en a tellement! Mais j'en connais d'autres. Problèmes vasculaires, problèmes d'infection des blessures, de cicatrisation, qui peuvent même entraîner des gangrènes et amputations. Exactement. Ne t'inquiète pas, la petite voix, le diabète de type 2 peut être prévenu par des moyens simples. Par exemple, par un test de glycémie régulier. Plus tôt nous découvrons la maladie et plus tôt nous intervenons pour établir une glycémie normale. Plus le risque de complications est faible. On peut également prévenir la maladie par un contrôle de poids et une alimentation saine. Une bonne alimentation saine et variée permet de maintenir un poids en santé. On peut aussi faire des activités physiques. Il est recommandé de faire de l'exercice au moins 2h30 par semaine. Il faut aussi limiter sa consommation d'alcool,
car trop d'alcool peut entraîner une prise de poids et peut augmenter la tension artérielle. Et enfin, il faut arrêter de fumer, car les fumeurs sont 2 fois plus susceptibles de développer un diabète que les non-fumeurs. Et moi, j'ai fait des recherches pour te guérir, Fred. Tout d'abord, le but d'un traitement du diabète de type 2 est d'obtenir une normoglycémie, de prendre en charge l'ensemble des facteurs du risque cardiovasculaire et de réduire l'obésité et la sédentarité. Il existe différents types de prise en charge. La prise en charge non médicamenteuse, diététique, autosurveillance glycémique et activité sportive. Il est aussi très important d'avoir une bonne hygiène de vie. La prise en charge médicamenteuse inclut différents types de médicaments. Ceux à insulinorésistance, les insulinosécréteurs et l'injection d'insuline. Mais alors, comment ça se fait que Fred ait le diabète de type 2 ? Le diabète de type 2 est une maladie génétique dont on ignore encore beaucoup de choses. On sait que c'est le résultat d'une combinaison génétique de plusieurs allèles déficients. La transmission de ces allèles se fait de manière héréditaire. Mais les récentes recherches démontrent les effets de certains facteurs environnementaux sur des gènes potentiellement défaillants. Malgré la présence de ces allèles sur les gènes en question, le risque de contracter la maladie est aléatoire, faisant des individus porteurs des personnes à risque. Le diabète se caractérise par une résistance à l'insuline de l'organisme et par une hyperinsulinémie réactionnelle, c'est-à-dire quand le taux sanguin d'insuline dépasse la norme. En effet, les récepteurs membranaires des cellules permettant à l'insuline de se fixer changent de forme. C'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Par conséquent, la cellule ne reçoit pas l'information que le taux de glucose augmente et ne va donc pas entamer la glycogénogénèse. Et comme la glycémie n'a pas diminué, les cellules bêta situées dans les îlots de Langerhans vont continuer à produire de l'insuline jusqu'à l'épuisement. Quand la quantité d'insuline ne suffit plus à contrer la résistance, le taux de glucose augmente anormalement et la personne devient directement diabétique insulino-résistante. Ensuite, au fil du temps, le pancréas ne sera plus capable de produire de l'insuline. On appelle cette étape phase insulino-relative. Et finalement, le pancréas ne pourra plus du tout assurer la glycorégulation, également appelée phase insulino-requérante. Le diabète de type 2 étant une maladie polygénique complexe, l'association des allèles déficients augmente le risque de contracter la maladie. Une personne portant donc 6 allèles déficients pour un gène identifié aura plus de risque de contracter la maladie qu'une personne portant un seul de ces allèles déficients. Mais il est tout à fait possible qu'une personne portant un seul allèle déficient contracte la maladie et pas l'autre. L'épigénétique est une branche moderne de la génétique qui étudie l'influence des facteurs environnementaux sur l'ADN. Certains facteurs augmentent le nombre de mutations de l'ADN, augmentant le risque de modifier des séquences qui vont générer un allèle déficient à partir d'un gène sain à l'origine. Un exemple de facteurs sont les UV, qui génèrent de nombreuses mutations sur la peau et qui peuvent à terme provoquer des cancers. Fumer est également un générateur de mutations qui peut s'avérer dangereux, augmentant les probabilités de développer un diabète de type 2. D'autres facteurs environnementaux ou comportementaux provoquent des variations d'expression de certaines cellules. En effet, si 100% de l'ADN est présent dans nos cellules, une cellule musculaire n'aura pas le même rôle qu'un neurone, ils ne vont pas sécréter la même protéine et n'auront pas le même rôle dans l'organisme. Des mécanismes de silence et d'activation de la transcription de certains gènes par rapport à d'autres est naturellement constitutive pour les cellules et certaines cellules, en fonction de l'environnement ou du mode de vie, peuvent se voir modifier leur activité par ces mécanismes de silence ou d'activation de certains gènes. Ces mécanismes peuvent donc aboutir à la déficience de certaines protéines ou à la modification de l'ADN sur certaines séquences qui vont dès lors présenter l'allèle déficient, augmentant les probabilités de développer la maladie. L'obésité est le principal facteur à risque de contracter un diabète de type 2. Pour les facteurs génétiques, certains gènes de prédisposition sont transmis par hérédité. Par exemple, un enfant ayant un parent atteint du diabète a 30% de chances de porter des gènes défaillants et 70% si les deux parents le sont. Par conséquent, avoir un parent diabétique augmente la probabilité que l'enfant le devienne. Malgré tout, d'après les chercheurs, les facteurs environnementaux restent les principaux facteurs déclenchant le diabète. Il faut t'y mettre de suite, Fred. Ta nouvelle vie commence.